Le design est partout, même dans le jardin. L'histoire du jardin commence avec les civilisations les plus anciennes, celles d'Égypte, de Perse, de Grèce et de Rome. Et pour ces civilisations, le jardin jouait un rôle important social, économique, mais aussi un rôle symbolique. Ça représentait le paradis. Si on pense à la tradition judéo-chrétienne, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden qui symbolisait le paradis. Mais pour moi, les jardins qui m'ont le plus marqué, c'est des jardins que j'ai visités lors de voyages. C'est comme si en voyage, on est un peu plus ouvert à la contemplation. Et je pense à un jardin en particulier lors d'un voyage à Tokyo et on a visité le sanctuaire du palais impérial. Donc, Tokyo, c'est la plus grande métropole au monde, c'est un brouhaha effrayant dans la ville et on arrive soudainement dans ce jardin. Il y a un contraste énorme entre la ville. On est tout à coup dans un havre de paix. Il y a les arbres, les plans d'eau, les fleurs, les petits chemins, les petits ponts. C'est vraiment absolument fabuleux. Et les grands jardins extravagants peuvent venir nous influencer dans nos choix de design pour nos jardins domestiques. Mais peu importe l'échelle ou l'ambition d'un jardin, on retrouve toujours trois caractéristiques dans tous les jardins. Premièrement, le jardin, c'est un aménagement permanent. Habituellement, ce n'est pas une installation éphémère, donc on va le retrouver année après année. Ensuite, c'est la culture des végétaux, bien entendu. Donc, on va retrouver des arbres, des fleurs et des légumes. Et finalement, c'est un lieu qui est organisé, donc il y a un ordre dans le jardin. La matière première, elle est vivante, mais le designer impose un ordre. Et l'expert de l'aménagement des espaces extérieurs, c'est l'architecte paysagiste. L'architecte paysagiste va mettre à profit son savoir-faire technique, sa sensibilité et sa créativité au service du bien-être de la collectivité. Pour moi, le plus important pour un jardin, c'est le jardinier. C'est lui qui va transformer l'espace à long terme. Donc, c'est lui, on doit s'occuper de lui, pas de l'espace. L'espace, il va évoluer dans le temps. Les éléments à prendre en considération quand on aménage un jardin, c'est avant tout le lieu où on va aménager le jardin, ses particularités. Est-ce que c'est un toit? Est-ce que c'est un lieu ensoleillé, à l'ombre? Mais aussi, est-ce qu'il y a une histoire particulière à ce lieu-là? Est-ce qu'il y a une vue qu'on veut exploiter, par exemple? Est-ce que c'est un lieu de détente? Est-ce que c'est un lieu de rassemblement? Est-ce qu'on fait de l'agriculture dans ce jardin? Et c'est des choses, donc, qui vont conditionner comment on va aménager le lieu, puis qui vont faire en sorte que le jardin qu'on crée est vraiment particulier et unique. Pour l'aménagement d'un jardin, sur un plan design, perspective design, évidemment, des choses aussi pratiques qu'avoir accès à toutes les bandes cultivées, la proximité des sources d'eau. En fait, tous les éléments qui contribuent à faire qu'on va obtenir le résultat souhaité, ombrage, éclairage, courant d'air. Tout dépend du type de sol. Est-ce qu'on est dans une situation où on a un potentiel de trop d'humidité, de trop de sécheresse, de trop de vent, de trop d'acidité, etc. À ce moment-là, la forme qu'on va privilégier va favoriser la résolution de certains types de problématiques. Il y a une grande variété dans le design des jardins. Et pour avoir une bonne compréhension, ça aide de regarder les extrêmes. D'un côté du spectre, on a le jardin à la française ou le jardin classique. Et c'est vraiment une expression du classicisme dans l'art du jardin. Donc, c'est vraiment la rigueur géométrique, les perspectives, la symétrie et la recherche de la perfection formelle. Et complètement à l'opposé de ça, c'est le jardin à l'anglaise. Donc là, c'est des formes irrégulières. On ne cherche pas à contrôler la nature, on cherche à en jouir. Mais cette rigueur formelle du jardin à la française, ça remonte à l'origine des jardins, à l'époque des jardins persans. Et là, cette fois-ci, c'est organisé plutôt autour d'un plan d'eau. Donc, il y a toujours un plan d'eau et il y a toujours cette rigueur géométrique aménagée autour. Je pense particulièrement au Taj Mahal, qui est un des plus grands jardins persans au monde. Et une catégorie un peu à part, c'est les jardins botaniques. Et la mission première des jardins botaniques, c'était la recherche scientifique, donc de réunir des collections de végétaux afin de les étudier. Mais aussi, il y a une mission d'éducation. Donc, on cherche à réunir des collections de plantes. Et à Montréal, on est très chanceux d'avoir un des 4 plus grands jardins botaniques au monde, avec des jardins culturels fabuleux comme le jardin japonais ou le magnifique jardin chinois dans lequel je me retrouve.
Le jardin de Chine, sa particularité, en fait, c'est un jardin qui est inspiré des jardins qu'on créait à l'époque de la dynastie Ming, qui est le 13e, 16e siècle. Et dans les jardins chinois, bien, on retrouve les trois éléments, c'est-à-dire l'eau, la pierre et évidemment les végétaux qui sont en parfaite harmonie. C'est un jardin japonais contemporain qu'on a créé. Un jardin japonais, c'est un jardin de raffinement. Les végétaux sont bien choisis, sont taillés, sont formés pour que vraiment ils aient une place, un rôle bien particulier dans le jardin. Là aussi, on retrouve la présence de l'eau qui est très importante, des rochers, et tout ça forme une harmonie. C'est une façon de voyager finalement à bon marché. On prend le métro, puis on se rend en Chine, au Japon. Ça permet aussi de découvrir il y a toutes sortes d'événements culturels qui sont associés à ce jardin-là. Le jardin amérindien, donc il va y avoir des recettes. Au jardin chinois, il va y avoir les lanternes. Donc il y a tous ces éléments culturels qui font qu'on vit l'espace différemment. Le Festival international des jardins de Métis, c'est un événement donc, qui a lieu depuis près d'une quinzaine d'années, qui est vraiment un lieu de rencontre pour les architectes paysagistes, mais aussi d'ici, d'ailleurs, puis même pour des gens qui sont intéressés par le paysage, mais qui sont artistes, architectes ou autres. C'est un événement qui permet une forme de recherche appliquée, tant au niveau de technique, de matériaux que de forme et de sens, de chercher de façon très spécifique, avec une expression plastique assez originale souvent, à communiquer des idées aux gens puis à voir comment ils peuvent les recevoir. Dans le cas du concours d'installation, effectivement un métissage intéressant entre le jardinage, l'architecture, le land art, le design. C'est un peu une espèce de mélange de tout ça. Puis c'est toujours très fun comment ça fait réfléchir comme designer sur justement la réaction face aux matériaux, leur transparence, leur rugosité, la couleur, positionnement dans l'espace. On expérimente un jardin. Un jardin, c'est pas juste quelque chose de visuel, c'est quelque chose de multisensoriel. Donc, on vit avec les sens, l'odorat, l'ouïe. Le fait d'agencer ça avec art et créativité va amener le visiteur au-delà de sa façon de vivre, son rapport au territoire. Le défi du jardinage, c'est la constance. Et pour réussir un jardin, ça demande rigueur et discipline et aussi du travail. Rien de mieux que des outils adaptés et performants pour aider le jardinier à se retrouver dans son jardin semaine après semaine et année après année. Un exemple en question, c'est le sécateur. Mais même un sécateur assez bien conçu va occasionner des ampoules et un peu de douleur à la longue. Donc, la compagnie Fiskars a questionné le statu quo en matière de sécateur. Donc, Fiskars, c'est une compagnie qui existe depuis 1649 et ils ont toute une gamme de produits de jardinage assez intéressants. Et leur sécateur, je considère qu'il est assez révolutionnaire. Donc, la clé, c'est le mouvement de la poignée. Donc, nos doigts, quand ils se referment sur une poignée de sécateur, en fait, ils s'enroulent et la poignée tourne. Donc, ça suit ce mouvement d'enroulement des doigts. Donc, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de mouvement par rapport à la poignée. Donc, c'est très confortable. Et en plus, il y a l'utilisation d'une crémaillère. Donc, on a une petite crémaillère et ça a un effet de démultiplication des forces. Donc, la force de notre main est multipliée de sorte qu'on a plus de force au niveau de la coupe. Donc, c'est plus efficace et extrêmement confortable. Donc, très satisfaisant. Des outils bien designés, il y en a heureusement de plus en plus, je dirais, depuis une 10-15 d'années. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment le design n'était pas dans le domaine des outils de jardin jusqu'à il n'y a pas si longtemps. On prenait pour acquis qu'un râteau devait rester un râteau, qu'une pelle devait rester une pelle comme on la connaissait depuis très longtemps. Et là, le designer se met de plus en plus, à travers ses clients, à réfléchir sur comment améliorer cette situation-là
Le balai T-Rex, par exemple, que j'ai moi-même conçu, non, c'est un peu la blague, mais il reste que c'en est un, parce que c'est un râteau tout simple au départ. Donc, sans rajouter de matériaux, sans rajouter de pièces inutiles, comment cet outil-là, en restant à peu près le même tel qu'on le connaît, pourrait tout à coup offrir des possibilités plus larges et plus pratiques pour l'usager. On est chacun des designers à notre façon, et puis, pour moi, en tout cas, les idées émergent tout le temps quand je suis en train de pratiquer une fonction, par exemple, jardiner, racler. C'est en raclant que l'idée, notamment, de ce râteau-là m'est venue. Un bel exemple d'un beau design, on pourrait penser à ce système d'attache rapide entre les sections de hose. D'un instant, un seul coup simple, une action simple, on connecte, on déconnecte les ondes, puis aussi les embouts d'outils. Une des choses qu'on remarque assez rapidement quand on commence à jardiner, c'est que les plantes ont besoin d'eau, et assez régulièrement. Donc, comment s'y prendre? Bon, l'arrosoir, c'est un moyen assez classique et convenu d'arroser son jardin. On peut aussi utiliser un boyau d'arrosage. Donc, c'est l'approche manuelle. Mais l'arrosage, ça revient assez fréquemment, et moindrement qu'on est parti en vacances ou pendant la fin de semaine, le jardin nous le fait sentir très bien qu'on a manqué un arrosage. Moi, pour ma part, j'ai pas particulièrement le pouce vert, mais mon jardin est très réussi et j'attribue cette réussite en grande partie à mon système d'arrosage automatique. Il en existe une panoplie sur le marché. Il y en a des très complexes où c'est installé de façon permanente ou semi-permanente, mais moi, j'utilise un système très simple qui s'installe entre le robinet et le boyau. Et le problème avec ces systèmes, c'est qu'il y en a beaucoup qu'au niveau du design de l'interface usager, c'est un peu frustrant. Il y a des petits boutons, il y a toutes sortes de modes, et à chaque printemps, quand je le sors du placard, c'est un peu un casse-tête à me souvenir exactement comment ça fonctionne. Et plus récemment, j'ai découvert un autre modèle qui est assez extraordinaire, beaucoup plus simple, donc il y a moins de possibilités que l'autre système, mais l'essentiel est là et c'est très simple de programmation. Donc même sans les instructions, j'arrive à le programmer. Et c'est grâce en grande partie à ce cadran. Donc on change le cadran et ça le met dans les différents modes. On a un plus, un moins, on ajuste le temps, on ajuste la durée de l'arrosage. C'est extrêmement simple, très satisfaisant comme interface usagée. Et en plus, il est bimode. Donc on a l'automatique qui coule par ici, et on a un mode manuel. Donc, en activant la petite manette ici, on a l'eau qui coule manuellement, donc on peut arroser de façon traditionnelle. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Au niveau des systèmes, des matériaux disponibles dans la palette de l'architecte paysagiste, il y a eu pas mal d'innovations dans les dernières années. Certaines tardent à arriver au Québec, mais on en voit de plus en plus, et beaucoup d'entre elles ont un lien avec la question de l'eau, de la gestion de l'eau. Autant au niveau de l'irrigation, de la collecte de l'eau de pluie ou même de la porosité des matériaux de sol qui vont faire en sorte que le sol reste poreux et qu'on n'étanchéise pas les sols. C'est vraiment devenu un enjeu dans les villes parce que l'effet cumulatif de petits gestes fait en sorte qu'on peut avoir un impact important sur la ressource qui est l'eau, si on la gaspille ou si on n'utilise pas l'eau qui est disponible par la pluie pour arroser le jardin. Donc, les systèmes de membranes de toit qui permettent des toits plus performants par rapport à la rétention de l'eau, c'est intéressant. La captation de l'eau de pluie dans des petits jardins avec des petites citernes, mais dans des grands projets aussi avec des beaucoup plus grandes citernes pour utiliser ensuite pour l'arrosage, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Récupérer l'eau de pluie, c'est une belle idée. Donc, on parle de l'eau des gouttières, acheminée par les gouttières. Donc, on voit des produits, des propositions qui arrivent, qui sont de plus en plus intéressantes. Je pense à un produit qui s'appelle Pure Raindrop, je pense. Et le produit a effectivement la forme d'une goutte d'eau qui s'installe collée sur le mur. Donc, une belle intégration. Et donc, ça devient un réservoir duquel on peut puiser après, au besoin, l'eau qui aurait été amassée là. Quand on intègre du potager, ça veut dire qu'à chaque année, on doit se réinvestir pour réinventer son jardin. Et ce côté cyclique-là, positif, pour moi, est extrêmement intéressant. Et dans la conception et dans
l'évolution que va prendre un jardin par la personne qui le fait évoluer. Le premier principe d'organisation d'un potager, c'est le côté pratique. Donc, par exemple, on va chercher à planter les espèces qui ont le plus besoin d'eau près de la source d'eau. Ça réduit le temps d'arrosage. Mais ce qui importe le plus, c'est sans doute l'orientation du soleil et le sens du vent. Donc, on va chercher à orienter les lignes de repiquage dans le sens du vent. Comme ça fait une meilleure aération. Eh bien, pour l'ensoleillement, les agronomes recommandent de 6 à 8 heures d'ensoleillement par jour. Et ça va déterminer l'orientation au complet du jardin. Le raised bed, ça reste toujours une très intelligente façon, à mon avis, de créer ces espaces cultivés, parce que c'est plus facile de gérer justement les allées qui sont rarement envahies par la nature. On a un contrôle plus facile là-dessus. Mais surtout, le fait du surélèvement qui rend toute l'action, le rapport aux zones cultivées beaucoup plus facile, diminuant la nécessité de se pencher. Mais l'irrigation se fait mieux et en général, la terre est un peu plus chaude et puis c'est un peu plus facile de contrôler certains paramètres. Il y a différents produits qui sont disponibles pour faciliter la vie des jardiniers en ce moment sur le marché. Donc, il y a différents types de bacs, il y a différents types de substrats, il y a différents types d'engrais maintenant qui sont offerts aux cultivateurs. Donc, il n'y a plus vraiment d'excuses techniques. Ah, on ne peut pas le faire, c'est trop compliqué. Les solutions sont disponibles. On peut le faire soi-même. Les plus connus, c'est les bacs Biotop, qui sont un système de mise en réseau hydroponique. Il y a les bacs alternatifs, qui sont des bacs individuels avec une réserve d'eau. Nous, on l'a conçu, le bac alternatif, pour que les gens puissent le copier, le refaire eux-mêmes. Puis il y a les Smart Pots, qui sont des bacs en géotextile, en tissu noir, qui permettent très facilement, finalement, d'implanter des plantes dans des surfaces qui, normalement, ne permettraient pas de la culture. Il y a vraiment un intérêt grandissant, je pense, pour l'agriculture urbaine, même à très petite échelle, que ce soit dans un pot sur un balcon ou sous forme de quelques plates-bandes dans un jardin ou sur un toit. Je pense que les gens sont de plus en plus intéressés par une production de nourriture dont ils contrôlent la source, la qualité, puis évidemment qu'il n'y a pas à faire plusieurs kilomètres avant d'arriver dans leur assiette. Mais en ville, on n'a pas tant de lumière que ça avec les bâtisses autour, donc on va chercher à retrouver plus d'espace en accédant aux toits. Donc on voit de plus en plus de jardins sur les toits. Et les jardins sur les toits, ça permet de cultiver les végétaux et aussi de planter des fleurs. Mais en plus, on a un bénéfice au niveau de la réduction des îlots de chaleur et aussi la rétention des eaux de pluie. Et ça fait vraiment une grosse différence. Et on n'a pas besoin de couvrir une grande superficie pour avoir ce bénéfice. Une étude d'Environnement Canada a révélé que si on recouvrait 6 % de la surface des toitures de la ville de Toronto, on aurait une réduction de la température de 1 à 2 degrés. C'est énorme. Ça représente une économie en climatisation de 5 %. L'aménagement des potagers sur les toits, c'est évidemment une très belle façon d'utiliser ces espaces qui ont pendant longtemps été abandonnés ou en fait pas du tout investis. Puis je dirais que potager ou pas, le fait de planter, de végétaliser les toits de façon collective contribue vraiment à améliorer le milieu de vie parce que ça réduit les îlots de chaleur, ça absorbe plus d'eau qui n'est pas renvoyée dans le système d'égouts, ça permet une biodiversité, par exemple, aux abeilles de continuer à butiner. Donc, il joue un rôle pour les gens qui, par exemple, ils cultivent leurs tomates, mais ils peuvent jouer un rôle aussi pour tous les voisins qui en bénéficient d'une façon indirecte. L'aménagement, par exemple, de toits comme au-dessus du Centropole ou un jardin potager sert aussi à une production de nourriture qui, après, est distribuée de façon plus comme une aide pour des personnes dans le besoin. Je trouve que c'est très intéressant aussi. Un autre bel exemple de jardinage sur les toits, c'est les fermes LUFA. Mais c'est un cas de jardinage assez extrême.
Donc, on a pris un édifice industriel avec un toit d'une superficie de 2900 mètres carrés et on l'a converti en serre. Donc, on produit 25 variétés de fruits et légumes et ça fournit plus de 1000 personnes en nourriture. Donc, c'est assez extraordinaire de penser qu'on a une ferme aussi productive en milieu urbain. Donc, l'UFA jardine pour le public, mais le public jardine de plus en plus et à des endroits un peu inattendus. Donc, on jardine, oui, sur les toits, mais sur les balcons, les patios, autour des arbres, ces petits espaces où le trottoir a été élargi et de plus en plus dans les ruelles aussi. Donc, depuis la fin des années 90, on a des initiatives de ruelles vertes. Ce qui est assez intéressant, c'est que, ça réduit de beaucoup les îlots de chaleur, ça contribue beaucoup à l'embellissement d'un quartier et ça implique aussi la communauté dans toutes les différentes étapes pour développer une ruelle verte. Et avec tous ces projets, c'est qu'on multiplie les opportunités pour que le public design son propre jardin.